Quel but poursuit le président Macron à vos yeux? Un but personnel, ce qui est assez terrible. Il y a une étrange dérive chez ce monsieur vers le pouvoir personnel. Vous ne croyez pas du tout au fait qu'il se dresse face à Poutine pour être dans le bon vent de l'histoire, dans le bon côté de l'histoire? Il est qui, lui, pour se lever contre le vent? Le président français. Oui, mais non, on n'est pas le président parce qu'on a été élu comme on a été élu, ça se mérite. C'est pas une étiquette qu'on a un jour en disant je l'ai, je peux m'autoriser tout, et il s'autorise tout. C'est d'ailleurs un peu ça qu'on le reconnaît. Il y a un moment donné, vous avez une fonction, et cette fonction, elle vous oblige. Le peuple n'est pas votre domestique. Vous êtes le domestique du peuple quand vous êtes le chef de l'État. C'est-à-dire que vous ne décidez pas de la guerre tout seul, en disant je me suis réveillé ce matin et nous sommes va-t-en guerre. Et il va falloir que nous ayons du courage. Vous êtes lâche. Il y a une façon de mépriser l'Allemagne, donc les Allemands, en disant en présence du chancelier que, en gros, lui s'occupait jadis des casques et des sacs de couchage. Quel mépris, mais quel mépris, cette façon de parler au chancelier allemand et de dire bon, il y a un chef ici, c'est moi. Non, il n'est pas le chef du monde. Il n'est pas le chef de l'Europe, il est à peine le chef de la France. Et il n'est même pas le chef de lui-même. Donc il y a juste un moment donné où on a envie de dire, ne faites pas, j'allais tutoyer presque, mais ne faites pas référence à l'histoire, vous ne savez pas ce qu'est l'histoire. On ne peut pas dire l'histoire nous attend, l'histoire nous convoque. C'est quand même le même personnage qui nous disait jadis avec le Covid, c'est la guerre. C'est la guerre. Voilà quelqu'un qui nous a dit que le Covid c'était la guerre et qui nous dit la guerre revient sur notre territoire, mais à cause de qui ? Mais à cause de qui? C'est pas à cause du peuple français. Quand on est chef d'État, on demande à la population, et on demande sous forme référendaire, si on veut faire la guerre ou si on ne veut pas la faire. On se décide pas comme ça le matin en disant j'ai décidé qu'il fallait être courageux et pas lâche. Michel Onfray, c'est ça la Ve République? Non. Que le chef de l'État peut décider. Non, le chef de l'État, c'est pas un tyran. Le chef de l'État, dans la Ve République, dans l'esprit de la Ve République, c'est-à-dire avec le général de Gaulle, il ne pense pas par lui-même, il pense par le peuple et pour le peuple. C'est-à-dire qu'il sollicite le peuple. Il sait ce qui est bien pour la France. Est-ce que c'est bien pour la France, cette guerre? Est-ce qu'elle est vraiment bonne pour la France? Est-ce que c'est la guerre de la France, l'Ukraine? Ce sont des questions qu'on peut poser au peuple. Le peuple n'est pas crétin, il n'est pas débile, on peut le solliciter. On a des chaînes d'information aujourd'hui où on peut avoir des informations et se faire son propre jugement et avoir un avis sur ce sujet. On ne peut pas décider tout seul, comme jadis le faisait Mitterrand, vous me direz. C'est-à-dire que mes références, c'est le général de Gaulle, c'est pas Mitterrand ni Macron. En disant, nous allons faire la guerre en Irak. J'ai décidé. Jean-Pierre Chevènement m'avait dit un jour qu'il avait été convoqué par François Mitterrand, qui lui avait dit, en gros, je vous informe que vous allez décider ceci ou cela, quoi. Et Chevènement a dit, ministre, ça ferme sa gueule ou ça démissionne, on connaît l'histoire. Mais il y a un moment donné où on ne peut pas dire, je vous prends à témoin, vous les uns les autres, Poutine, le peuple français, Olaf Scholz et les autres en disant j'ai décidé qu'il fallait être courageux, etc. Je suis désolé, il y a encore quelques temps, il ne fallait pas blesser M. Poutine, nous disait Macron. C'était le même Macron. C'est problématique parce que dans la Ve République, le chef de l'État, c'est plus que lui-même. Lui, il n'est que lui-même et il n'est pas au-delà de lui-même. C'est ça qui est problématique. En convoquant le mot de lâcheté, il fait référence à ces nombreux moments dans l'histoire où la lâcheté a conduit à des défaites et à des guerres aussi. Oui, alors il est jeune et il ne peut pas lui le rendre responsable de tout. Mais les lâchetés, c'est François Mitterrand. C'est le rapport à Gorbatchev, c'est le rapport au premier Poutine, c'est le rapport à l'Ukraine et à la relation de la Russie il y a une dizaine d'années. J'ai déjà eu l'occasion de dire que quand Poutine entre en Ukraine, on se dit « Ah, il y a un problème ». Non, il y a un problème qui est là depuis 10 ans. Depuis 10 ans, on se tire dessus, là-bas. Et depuis 10 ans, il y a une guerre. C'est pas parce qu'on met les caméras que d'un seul coup, on crée le réel. C'est pas comme ça, la réalité. Et qu'avons-nous fait? Donc lui, il n'est pas coupable ni responsable. Pour une fois, je vais l'épargner. Mais je veux dire que c'est l'impéritie d'un certain nombre d'hommes politiques, y compris François Hollande. Il a beau jeu, lui, d'aller donner des leçons aujourd'hui alors qu'il a été éjecté avec l'assiette au beurre que nous savons, alors qu'à un moment donné, il a dit les accords de Minsk, qu'on n'avait pas du tout l'intention d'y obéir, c'était juste pour gagner du temps. Vous vous rendez compte? Alors, quand un chef d'État dit ça à un type comme Poutine, il est fondé à croire que la France, c'est pas très crédible. Et quand on est représenté par Hollande ou quand on est représenté par Macron, d'une certaine manière, on a beau faire semblant d'être méchant, ça fait rire Poutine. On va écouter François Hollande, reçu donc cette semaine à l'Élysée par Emmanuel Macron. Il n'a pas ménagé ses critiques envers son successeur. Écoutez-le. Ma position sur les questions militaires, et je l'ai montré quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître à, en l'occurrence, Vladimir Poutine, de nos intentions. C'est intéressant d'entendre les conseils de François Hollande à celui qui, évidemment, lui a succédé à l'Élysée. On ne doit pas, en matière militaire, il ne faut pas faire dire ce que l'on fait, mais faire ce qu'on n'a pas dit.
Un ancien président ne devrait pas dire ça. Je ne me souviens pas qu'avec l'homme référence énervé, au livre qui l'a empêché de se présenter. Absolument. Et il devrait faire attention, en estimant que s'il n'a pas pu se représenter, c'est parce qu'il a beaucoup parlé et pas fait beaucoup non plus. Alors c'est une belle formule. Peut-être qu'il y a 10 personnes qui ont travaillé pour lui faire une petite fiche en disant quand tu sortiras, il faudra que tu places ça et ça fera une punchline pour les journalistes et puis allons-y. Belle formule, c'est très bien, etc. Mais c'est quand même lui qui parlait des opérations homo, c'est-à-dire ces opérations qui permettaient au chef d'État de dire vous allez me descendre telle personne, etc. Des djihadistes, des terroristes. Voilà, ce sont des choses qu'on ne dit pas, mais qu'on fait. Donc lui, il le disait et il disait qu'il le faisait aussi. Enfin bon, peu importe. Je veux dire, moi en tant que président, cette façon toujours de dire quand j'étais président, ce que j'ai fait, c'était formidable. J'ai même lu à cette occasion qu'on parlait d'un trou de souris pour lui et que peut-être il pourrait revenir, que finalement il était quand même assez désiré et que pourquoi pas lui revenant, etc. Tout ça est assez problématique parce que il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas le sens de l'histoire. Où est la France ? Où sont les Français avec tous ces gens-là qui décident de choses comme ça le matin parce qu'ils ont décidé qu'ils avaient la jouissance du pouvoir, que la jouissance du pouvoir, c'était effectivement la jouissance de déclarer les guerres. Il y a une jouissance à arrêter les guerres aussi. Moi, je trouve que les chefs de l'État qui sont capables de faire de la politique vraiment et qui sont capables de faire de la diplomatie haut de gamme, qui sont crédibles, qui ont un crédit, qui ont travaillé à leur crédit, ça, c'est formidable. Et qui disent à un moment donné, bon, il va falloir envisager la paix. Si vous avez un Macron qui vous dit, il va falloir envisager la paix, tout le monde doit lui rire au nez. Si vous pensez que le Hamas va écouter Macron, si vous pensez que le Hamas que Poutine va écouter Emmanuel Macron, c'était la même chose avec François Hollande. Donc il y a un moment donné où il faut que le président ou le chef de l'État puisse incarner une volonté, et cette volonté, il faut qu'elle soit lisible. Il n'y a pas plus illisible qu'Emmanuel Macron sur ce sujet-là. Alors, il a reçu aussi les chefs de parti à l'Élysée, qui ont tous dénoncé une posture irresponsable du chef de l'État, avant un débat parlementaire qui aura lieu la semaine prochaine. Un débat avec vote, mais sur un accord bilatéral qui est déjà scellé. À quoi sert donc ce vote au Parlement ? À communiquer, à dire qu'il respecte la démocratie. Voilà quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie, qui la contourne dès qu'il le peut, pour une raison bien simple. Il n'a pas la majorité qui lui permettait d'exercer le pouvoir. C'est ça quand même le problème. Avec la Ve République, vous êtes chef de l'État, vous nommez un Premier ministre, le président préside, le gouvernement gouverne, et vous, normalement vous fabriquez un gouvernement, mais c'est le Premier ministre qui le fait, et puis vous avez une majorité au Congrès, c'est-à-dire Assemblée nationale et Sénat, qui vous permet de gouverner. Voilà. En cas d'extrême blocage, vous avez le 49.3, mais en cas d'extrême blocage, il ne dispose de rien de tout ça. Donc il fabrique des commissions, il fabrique des trucs. Alors beaucoup de 49.3, on l'a vu. Et puis il essaie de dire, bon, on va prendre 4 ou 5 députés, sénateurs, on va faire une petite commission. Puis ils ont décidé, mais on passe par-dessus la tête du peuple. On passe par-dessus la tête de l'Assemblée nationale. On passe par-dessus la tête du suffrage universel. Il a été élu avec 50% de gens qui n'ont pas voté pour lui. Ça devrait rendre modeste. Donc il y a un moment donné où on devrait renvoyer la balle en disant je vais solliciter le peuple avec un référendum, avec une question claire. Pas du tout avec une question qui permet, une question macronienne, du genre c'est une question qui n'en est pas une tout en étant une, qui vous permettra de répondre par oui mais par non en même temps, etc., etc. Non, est-ce que vous voulez la guerre, oui ou non ? C'est tout. La question est très simple. Oui, mais il n'y a même pas besoin de la poser, Michel Onfray. On sait très bien oui, parce qu'on connaît la réponse. Comment répondre les Français. Eh bien sûr. Dans ce cas-là, quand on sait comment répondre les Français, on fait ce que les Français demandent. On ne fait pas ce que soit on a décidé. On ne fait pas ce qu'on a estimé nécessaire de faire pour l'Europe et pour Madame van der Leyen, parce que c'est ça qui l'intéresse. Van der Leyen, pardon. Oui. Il y a aussi la question de l'instrumentalisation de cette politique internationale à des visées nationales, évidemment. Le Rassemblement national est particulièrement visé par l'exécutif comme étant, entre guillemets, la courroie de transmission de Vladimir Poutine en France. Poutine est leur banquier, il est maintenant leur suzerain, disait notamment Sylvain Maillard du Parti Renaissance sur notre antenne. Comment est-ce que vous voyez cette stratégie-là ? C'est la stratégie, c'est la jurisprudence Mitterrand, c'est-à-dire qu'on se sert de Le Pen et du nom de Le Pen comme d'un épouvantail en disant maintenant vous avez le choix entre le mal et le bien et moi je suis le bien. Donc on dit aux banquiers, enfin on n'a même pas besoin de leur dire, si un banquier disait c'est nous qui, je sais pas quoi, je vais pas donner de nom, mais une banque dit voilà nous sommes les banquiers de Madame Le Pen pour la prochaine présidentielle, elle perd une partie de ses clients. C'est un effondrement, c'est un accident industriel peut-être pourrait-on dire. Donc évidemment aucun banquier ne finance la campagne de Marine Le Pen en France. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne faut pas qu'elle ait de campagne. On sait bien que tous ces gens-là n'ont pas envie qu'elle puisse être présente aux élections présidentielles. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va chercher de l'argent ailleurs. Ou est-ce qu'elle va chercher de l'argent dans des pays qui sont susceptibles de l'aider ? Elle va voir des banquiers russes. Mon banquier, c'est pas Macron. Le banquier russe, c'est pas non plus forcément Poutine. Et puis à un moment donné, on lui dit « Ah, mais vous avez un banquier russe, c'est donc Poutine qui vous finance. » Évidemment, s'il vous finance, il décide de votre politique, c'est donc bien la preuve que, etc. Où la politique de Marine Le Pen est-elle poutinienne ? Je ne vois pas. C'est-à-dire qu'elle a, comme Macron dit des choses avant cette Ukraine envahie, puis elle dit d'autres choses depuis que l'Ukraine est envahie, et tout le monde fait à peu près ça. Tout le monde a dit du bien
et sur Poutine à une époque, et on dit maintenant du mal parce qu'il s'est passé quelque chose entre deux. Donc cette façon de criminaliser Marine Le Pen, c'est une façon de dire, moi mon objectif quand je suis président de la République, c'est toujours pas la France, c'est toujours pas les Français, c'est de passer devant le Rassemblement national aux prochaines élections européennes. Ça n'est que ça. La dernière fois, souvenez-vous, c'était déjà ça, c'était déjà la même stratégie, c'était déjà la même technique. Et quand il a perdu, qu'a-t-il dit ? Oh, mais je pensais qu'on pourrait perdre plus que ça, comme on a perdu si peu, ça s'appelle gagner. Et puis on est passé à autre chose. Tout le monde a expliqué que finalement, courte victoire, et qu'une courte victoire, c'était même pas une victoire. Ça a été relayé par la quasi-totalité de la presse. Mais on voit bien que le business Le Pen est une occasion de ne pas faire de la politique, ou du moins d'utiliser une espèce de diable pour dire « votez toujours pour nous, nous on est toujours le cercle de la raison, etc. » Mais s'il y a vraiment des gens qui font le jeu de Poutine, c'est plutôt les maastrichtiens. Je ne sais pas s'ils se rendent compte, ces gens-là, que si on avait vraiment une politique gaullienne et gaulliste, ça ferait longtemps que d'abord ces choses-là n'auraient pas eu lieu, et s'ils avaient eu lieu, elles ne continueraient pas à avoir lieu.